Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc c'est mon 12e épisode de ma chaîne YouTube. Je suis Cécile alias Prums Création. J'espère que vous allez bien, que le mois de novembre s'est bien passé pour vous. Alors aujourd'hui nous sommes le 1er décembre et je vais vous montrer donc les réalisations du mois de novembre. Je vais commencer par la première partie qui concernera le CAP. Donc la cousette du CAP du mois de novembre. Et ensuite, une deuxième partie qui sera consacrée aux coutures loisirs. Et la dernière qui sera consacrée cette fois-ci à mes derniers achats, notamment ceux que j'ai effectués au CSF. Alors, donc je passe à la partie CAP. Donc, sur les créations du mois de novembre, je vous remontre le livre que j'utilise pour réviser en fait ce CAP 2020, enfin que je passerai en juin 2020. Pour ceux qui nous rejoignent, donc vous avez pu constater ces deux derniers épisodes que j'avais décidé de passer mon CAP en candidat libre en juin 2020. Donc l'inscription a été faite, puisque c'était le mois dernier. J'ai eu la confirmation d'inscription, donc là je ne peux plus reculer. Et donc je continue mois par mois à réviser grâce à ce livre. Donc passer votre CAP couture vêtements flous qui a été fait par Christine Charles et Artésane. Donc chaque mois, je rappelle un petit peu le principe, il y a des méthodes à apprendre, des patrons à effectuer. Donc ce mois-ci, il s'agissait de la robe Eleanora. Et on avait plus particulièrement des techniques au niveau des poches à réviser. Mais avant cela, je vais passer d'abord, comme chaque fois, sur la partie histoire de la mode, puisque j'ai appris quelques petites choses nouvelles et je veux vous en faire part. Donc au niveau de la mode, on avait fait donc la dernière fois le Moyen-Âge. Cette fois-ci, sur novembre, il fallait apprendre ce qu'était la mode au niveau de la Renaissance. Donc la Renaissance se situe fin du XVe siècle et début du XVIIe siècle. Donc il y a eu encore une période longue, mais beaucoup moins que celle qui était du Moyen-Âge. Hein. Donc il y a eu... alors j'ai fait un peu succinct pour cette fois-ci, je fais plutôt qu'est-ce qui était de nouveau, puisqu'il y avait encore une fois les mêmes vêtements que le Moyen-Âge, qui était au niveau de la Renaissance, qui était encore présent, mais qui ont été modifiés au fil du temps et au fil des règnes, puisque à chaque nouveau roi avait sa mode qui était modifiée par ce roi et par toute la cour de ce roi, et notamment alors pas qu'en France. En fait, la mode, déjà à l'époque, s'exportait. Et il y a beaucoup de vêtements ou de créations qui ont été faites par soit l'Italie, soit l'Espagne, et qui étaient exportées en France ou inversement. Et donc les modes déjà à l'époque pouvaient varier d'un pays à un autre. Donc au Moyen-Âge, on avait vu tout ce qui était vêtements et composantes de la garde-robe. Et à la Renaissance est arrivé de nouveaux vêtements, enfin de nouveaux vêtements. Et je vais faire état de notamment 3 nouveautés par rapport au Moyen-Âge. La première nouveauté qui est apparue donc sous le roi Henri II est le corset. Donc le corset, comme je vous en avais un petit peu parlé la dernière fois, donc c'est un vêtement qui est apparu à la Renaissance, début du XVIe siècle, et qui est apparu avant tout en Espagne, dans la cour d'Espagne. Non pas comme j'aurais pu le croire moi-même, pour faire en sorte que les femmes soient plus minces visuellement parlant, mais surtout pour qu'elles aient un port comme c'était la cour, enfin la royauté, hein, pour qu'elles aient un port, un port
de tête, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais qu'elles aient une tenue en fait droite, qu'elles se maintenaient bien et qu'elles avaient aussi bah, du coup la poitrine un peu écrasée, pas trop proéminente par rapport à l'époque. C'était en fait une image de droiture. Il fallait impérativement que les femmes décourent et soient droites, se maintiennent droites et non pas comme moi aujourd'hui. Alors, donc ensuite, c'est à partir de la moitié de la seconde partie du XVIe siècle que ça s'est exporté au niveau de la France et que le corset apparaît sur la cour des rois français. Donc on avait deux types de corsets. Le premier avec des fermetures à lacets devant et le deuxième avec des fermetures à lacets derrière. Souvent derrière c'était les femmes les plus aisées puisqu'elles avaient notamment une bonne pour les aider à s'habiller et devant c'était plutôt des femmes un peu moins aisées qui s'habillaient elles-mêmes. Les corsets étaient fabriqués avec des lames de buis. Ça ne devait pas être très confortable, on va dire. Et elles étaient portées sous la robe, c'est-à-dire qu'il y avait d'abord le corset pour maintenir droit et la robe qui était par-dessus le corset. C'était pas comme souvent, enfin aujourd'hui quand on voit un corset, c'est surtout esthétique et que du coup la robe, enfin les vêtements sont en dessous le corset, là c'était l'inverse. Comme je disais, c'était à mettre la forme du buste droite. Donc ça, c'était le corset. Donc ça a engendré, au niveau de la mode, le corset étant souvent carré, les robes étaient devenues également avec une encolure carrée. Donc c'est enfin, ce qui est représentatif de la Renaissance, c'est-à-dire que les robes étaient souvent avec une encolure carrée et que en dessous, pareil, il y avait le corset qui était une encolure carrée également. Je vous montre une petite image du corset de l'époque. Donc ça c'est une nouveauté en fait qui est apparue à la Renaissance. La première nouveauté qui est apparue à la Renaissance. La deuxième, c'est le vertugadin. Donc qu'est-ce que le vertugadin? Alors pareil, ça vient d'Espagne également. Et ça vient du mot vertugo, pardon. Oui, en fait, vertugo, c'est un arbuste. Donc c'est un mot espagnol. Hein, et c'est un arbuste donc, qui a des branches souples. Et le vertugadin, c'était, alors pour l'Espagne, c'était, comment dire, une espèce de cône qui était fait avec les branches du vertugo et qui maintenait en fait un certain volume de la robe dans la cour d'Espagne. Je vais vous montrer le modèle initial. C'est celui-ci avec les branches de vertugo les uns derrière les autres. Et ça donnait ce modèle-là en port pour la femme. Donc c'est pareil, c'est arrivé durant le XVIe siècle, le vertugadin, et début du XVIIIe siècle. En France, il est arrivé, mais il a été modifié parce qu'il n'était pas très aisé de s'asseoir avec un vertugadin rigide. Donc il est apparu un bourrelet, le vertugadin en bourrelet vers les années 1580. Et c'était comme une grosse bouée en fait que la femme plaçait sous la robe et qui donnait un volume au niveau de la robe sans qu'elle soit au niveau des hanches gênées par ce qui était utilisé en Espagne. Donc la deuxième version dans les années 1580, c'est ce petit rond, un boudin, on pourrait appeler ça un boudin, qui était bien sûr placé sous la robe. Et j'ai appris qu'il existait des sièges, malheureusement j'ai pas réussi à trouver de photos à ce niveau-là, mais des sièges spécifiques pour les femmes qui portaient un vertugadin, parce que la robe étant un volume assez inconséquent, pour s'asseoir sur un siège normal, c'était pas possible. Donc il y avait des sièges qui étaient agrandis spécialement pour les femmes qui portaient en fait ces vertugadins.
Et vers 1610, est apparu un autre type de vertugadin qui lui permettait, enfin qui était tout en rondeur, hein. Un peu comme les cônes, mais là c'était tout en rondeur avec une espèce de plateau et qui donnait une silhouette encore totalement différente. Donc ça c'est la troisième version du vertugadin qui a apparu vers les 1610 et qui donnait une autre silhouette à la femme avec une espèce de rondeur qui affinait aussi du fait que les hanches avaient du volume. Ben, la taille semblait beaucoup plus fine qu'elle ne l'était réellement, puisque plus les hanches étaient longues, étaient larges, plus la taille paraissait petite. C'était aussi, à mon avis, un effet de mode à l'époque, pour même les femmes rondes, parce que je ne pense pas que la mode mince à l'époque soit... Enfin, c'était pas plus on était forte, plus on était riche, plus on était donc aisé, donc on avait les moyens de se nourrir. Donc à l'époque, c'était la mode, c'était la femme assez forte, mais qu'il fallait quand même qu'elle soit belle et que du coup, grâce à ces vertugadins, on avait l'impression que leur taille était fine malgré tout. Donc ça, c'était la deuxième nouveauté qui est apparue à la Renaissance. Et la dernière, qui est apparue vers la fin du XVIe siècle, dans les années 1570, c'est la naissance de la fraise. Donc avant que la fraise n'apparaisse, il y avait, alors ça c'était sous Charles IX, pardon. Ça s'appelait un rucher, c'était juste une espèce de petite colle, un tout petit col qui était mis, je vais vous montrer ça, un petit col qui était mis derrière la robe, ce qu'on appelle un col aujourd'hui, de toute façon. Donc ça c'est le rucher. Et au fur et à mesure, ce rucher s'est agrandi pour non pas rester juste derrière, mais agrandir tout au long du cou, c'est-à-dire avoir un petit rond tout au long du cou, et finir en énorme fraise, c'est ce qu'on appelait la fraise. Alors ça formait des huit. C'était généralement en dentelle blanche, et plus elle était volumineuse, plus elle était jolie à l'époque, hein. Donc ça formait des petits huit, et celui-ci c'est un petit modèle tout le long, mais il y avait des modèles beaucoup plus larges. Donc ça c'est la troisième nouveauté qui est apparue à la Renaissance et qui faisait de la mode de l'époque. Alors ça c'était pour les femmes. Pour les hommes, j'ai surtout vu que la chemise devenait en fait un élément. Alors la chemise à l'époque du Moyen-Âge, c'était caché parmi tous les vêtements, ça devait être en dessous, c'était un sous-vêtement. Et que au fil du temps, avec la Renaissance, la chemise est devenue un élément phare du vêtement masculin et devait être perçue et vue sous les vêtements. Donc on a commencé à voir apparaître des vêtements troués. Alors troués, c'était fait exprès pour voir apparaître en fait les chemises qui devaient être le plus possible blanches, pour qu'elles aient un impact visuel sur les personnes qui la voyaient. On a d'ailleurs le portrait d'Henri VIII où on perçoit bien ça. Je ne sais pas si c'est très clair. Tous les points blancs, en fait, c'était des trous qui étaient effectués sur les vêtements même, et on voyait apparaître en dessous la chemise qui devait être le plus blanc possible. Pardon. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai retenu sur la Renaissance, parce que le reste, c'est pratiquement la même chose que le Moyen-Âge. Donc c'est vraiment les trois éléments supplémentaires qui sont apparus à la Renaissance et qui ont fait que la mode ait été modifiée, en sachant, est-ce que je crois vous l'avoir dit également lors du Moyen-Âge, c'est que la mode devenait cintrée, c'est-à-dire qu'elle devait être de plus en plus près du corps, et le corps devait être de plus en plus moulé et non plus enrobé dans des vêtements. Donc j'ai tenté de faire
un modèle de robe de Renaissance sur la poupée, comme je l'avais fait la dernière fois. Alors, je n'ai pas trouvé de robe de modèle de patron dans ce sens, donc j'ai fait total freelance, je ne sais pas comment on dit ça. J'ai essayé, j'ai coupé, j'ai remis, elle m'a servi de modèle pour la faire, et puis du coup, ça donne ça. Alors, j'ai oublié de vous dire, les matières étaient de plus en plus nobles. Le tissu s'ennoblissait, il y avait du brocart, il y avait du velours, il y avait de la soie. Donc, et il fallait en fait que la mode, enfin les vêtements soient faits, alors bien évidemment pour les riches, hein, parce que les pauvres se contentaient certainement du lin encore, mais pour les riches, il devait y avoir, ça devait être visuellement très très beau et très et parlant, et donc on devait voir que la personne était riche rien qu'en la regardant habillée. Donc il y avait beaucoup de matières nobles et qui étaient chères bien évidemment pour l'époque. Alors moi j'ai fait, j'avais pas de brocart, hein. Il me restait une petite chute de jacquard. J'avais du velours, donc j'ai fait du velours. Donc comme je vous l'ai dit, les encolures étaient normalement carrées. Alors, elle est plus ou moins carrée, mais bon, ça devait être des encolures bien carrées. On ne devait pas voir la naissance de la poitrine à l'époque. Les manches étaient également beaucoup plus... Alors, à une époque, c'était serré. Là, c'est commencé à être bouffante. Les manches bouffantes pour que... Et on voyait maintenant les mains commencer à apparaître. Enfin, les mains, elles apparaissaient, mais elles étaient plus cachées. Et donc, la fraise... Alors, j'avais pas de dentelle. Hein, c'est normalement de la dentelle blanche, mais je n'en avais pas. Donc, je l'ai fait avec du velours. La fraise qui, comme je vous l'ai dit, cachait le cou et parfois avait des volumes beaucoup, enfin peut-être pas aussi grands quand même, n'exagérons pas, mais plus était volumineux, plus était joli pour l'époque. Voilà ma petite représentation de la robe de la Renaissance. Mais sans patron, c'est pas évident. Hein. Voilà pour ce qui est de la Renaissance. Alors ensuite, on avait donc dans le livre quelques vocabulaires supplémentaires. J'en ai trouvé un de plus, un que je ne connaissais pas en tout cas, qui est l'ennoblissement. L'ennoblissement, c'est l'impression d'un textile en fait. On imprime, alors il y avait des textiles sur l'endroit, hein, comme aujourd'hui, hein. Donc les dessins qui sont faits, enfin les impressions, bon, à l'époque il n'y avait pas de machine, hein, mais les dessins qui étaient faits sur le tissu, ça s'appelait ennoblir un tissu, ennoblir un tissu. Donc l'ennoblissement d'un tissu, c'est l'impression du textile après tissage et sur l'endroit du tissu. Donc c'est alors plus je pense sur la soie ou le lin, puisque le brocart était déjà tissé, donc je pense que c'est des matières où je pense plus sur le lin probablement et la soie. Donc ça s'appelait en fait ennoblir un tissu. Pour ce qui était dans le bouquin de la connaissance des matériels, c'est alors on apprend au mois de novembre l'enfilage d'une machine. Alors j'avoue que enfiler une machine, enfin lire comment on enfile une machine, c'est pas top. Pour moi, j'ai besoin de voir, hein, et de le faire moi-même. Donc ça m'a pas été d'une grande utilité de cette partie-là, de savoir comment on enfile une machine, parce que de toute façon on n'aura pas forcément la machine qui est présente dans le livre, et que du coup apprendre comment on enfile une machine qui n'est pas celle qui sera en fait utilisée lors de l'examen, j'en ai pas trouvé trop d'intérêt. Et on part ensuite sur la partie textile, donc le tissu qui va être utilisé ce mois-ci pour effectuer la robe qui était le patron du mois. Donc ce mois-ci, on devait travailler la viscose. La viscose, c'est une fibre chimique d'origine artificielle. Donc ça a été, et ça je ne le savais pas, elle est produite en fait grâce à la cellulose du bois. Donc en fait, on récupère les fibres du bois, et chimiquement, on transforme ces fibres en fils, et qui permettent en fait de faire la viscose. Donc ça, j'ignorais. Et j'ignorais également que c'était deux Français qui en étaient en fait les inventeurs,
et on appelle cela la soie artificielle. Donc il existe deux types de viscose, la rayonne et la fibrane. La fibrane est composée de fibres courtes et la rayonne est composée de fibres longues. Donc ça, j'avoue que techniquement, je ne le vois pas visuellement sur la viscose. Je ne saurais dire si c'est de la rayonne ou de la fibrane. Alors, pour ce qui est des propriétés de la viscose, donc, alors j'avoue que pour commencer, donc début du mois, quand j'ai su que c'était la viscose qu'on devait travailler, j'ai un peu respecté parce que je suis pas très fan. J'ai fait une seule cousette en viscose et j'avais été très enfin pas déçue, mais j'en avais sué en fait pour arriver à coudre et surtout à couper cette matière qui est assez fuyante, et j'avais dû utiliser de l'amidon, enfin, des bombes d'amidon, puisque j'avais lu ça sur internet. Il faut utiliser des bombes d'amidon pour pouvoir rendre la viscose un peu dure et permettre de la coudre sans trop de difficultés. Sauf que lors de l'examen, on n'a pas le droit à l'amidon, hein. Il faut rendre un produit fini correct et pas un produit fini qui ressemble à du carton. Donc il fallait le coudre sans du tout utiliser de produits autres que les aiguilles pour le coudre. Et donc j'avais un petit peu peur de l'utilisation de cette viscose, parce que j'avais déjà fait une blouse avec de la viscose et que j'avais pas été contente du résultat, parce que premièrement à la découpe ça avait beaucoup bougé, et j'avais donc les parties, enfin les différentes parties qui n'étaient pas même taille, hein. Et puis qu'à la couture, pareil, ça avait eu quelques difficultés. Donc je suis partie assez méfiante sur ce mois-ci pour coudre ce vêtement, du coup, quand j'ai réceptionné mon colis, parce que j'ai commandé le tissu viscose à Mondial Tissu, j'ai été étonnée, parce que du coup, ça ressemblait plus au coton qu'à la viscose que j'avais déjà travaillé. Alors soit c'était pas vraiment de la viscose la première fois, c'était peut-être de la crêpe, j'avoue, je ne sais pas, j'ai encore des difficultés à reconnaître un tissu. Mais en tout cas, celui que j'avais reçu ressemblait plus au coton. C'est vrai que c'était un peu fuyant au toucher, mais ça ressemblait plus à du coton qu'à de la l'image que je m'étais faite de la viscose. Donc pour ce qui est des propriétés, donc elles sont proches de celles du coton, c'est-à-dire peu élastiques, se froissent vite, a un pouvoir absorbant et ne feutre pas. Elle est d'ailleurs, ce que je ne savais pas, biodégradable. Par contre, les inconvénients de la viscose, c'est sa fabrication, parce que sa production pollue beaucoup, parce qu'on utilise beaucoup d'eau et on consomme des produits chimiques pour l'effectuer. Donc l'évacuation de ces produits chimiques pollue l'environnement. Donc c'est pas un produit normalement conseillé pour la préservation de notre planète, on va dire. Donc voilà pour ce qui est de la partie théorique de l'apprentissage de ce mois-ci. Pour ce qui est de la partie pratique, donc on avait alors il y avait plusieurs, alors c'était là, comme je vous l'ai dit, c'était la technique des poches qui était étudiée, donc différentes poches à travailler. Donc je ne les ai pas fait en pièces d'études, hein. J'ai travaillé uniquement ce mois-ci la robe du mois, parce que j'ai manqué de temps, et puis j'avais déjà fait dans différents vêtements, j'avais déjà fait quelques poches qui étaient mentionnées, donc je ne voyais pas trop l'intérêt des pièces d'études sur ce modèle. Donc le modèle du mois, c'était le modèle, celui-ci, Eleanora. La particularité de ce modèle, alors on ne voit pas très bien sur le dessin technique, je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a des poches qui sont intégrées au devant du modèle, il y a des manches bouffantes, et il y a des liens, une particularité au niveau de la fermeture des liens du bas des manches. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur cette robe? Donc je pense qu'elle m'a pris du temps, donc j'ai été doucement, j'ai
pas mal épinglé parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais pas le droit à l'amidon, donc j'ai pas mal épinglé pour aller couper, j'ai pas mal épinglé pour coudre, donc j'ai été doucement pour m'assurer que le vêtement serait le plus correct possible. J'ai dû, à plusieurs reprises malgré tout, découdre, et là j'ai été surprise de m'apercevoir que sur une viscose, malgré tout, j'avais peur qu'en décousant, parce que ça s'effiloche quand même un petit peu, hein, même si ça s'effiloche plus que le coton. Mais j'ai pu découdre à plusieurs reprises au même endroit, notamment au niveau du col, parce que je me suis retrouvée avec comme d'habitude, avec une parmenture plus petite que l'encolure initiale, parce que je n'ai pas pensé, pourtant l'une d'entre vous m'a dit la technique à suivre, à savoir faire d'abord l'entoilage sur le tissu avant même de faire la découpe, ce qui permet du coup d'avoir l'assurance qu'on a le morceau de la bonne taille. Moi j'ai fait comme d'habitude, hein, c'est-à-dire j'ai découpé le tissu, j'ai découpé l'entoilage, j'ai collé et hop, à nouveau ça s'est rétréci, et du coup je me suis retrouvée avec une parmenture trop petite par rapport à l'encolure. Donc j'ai cousu une première fois, je me suis retrouvée au niveau du col avec des plis. J'ai dit non, je vais pas laisser ça comme ça, c'est pas possible, c'est trop moche. J'ai voulu découdre, j'ai décousu une première fois, j'ai fait des plis au niveau des épaules pour essayer de masquer un peu les choses, et je me suis rendu compte que du coup en faisant ça, le col lui-même, ça rétrécissait l'ouverture de la tête, ce qui est déjà pas très grande dans le modèle. J'ai dit c'est pas possible, je peux pas laisser ça comme ça. Donc j'ai décousu, deux fois le col, et ça n'a pas bougé en termes de tissu, donc c'est déjà une bonne chose. Je pensais vraiment que ce serait plus fragile que ça en termes de... Enfin, la viscose était plus fragile que ça, donc ça m'a rassurée sur ce modèle, enfin sur le tissu. Et donc j'ai, sur l'encolure, j'ai réduit les marges de couture de l'encolure. Au lieu de 1 cm, j'avais un demi-centimètre, et ça m'a permis de récupérer la partie qui me manquait au niveau de l'encolure. Donc déjà là, j'aurais pas été bonne au niveau du CAP, puisque j'ai modifié un petit peu les marges de couture pour pouvoir avoir un col qui soit quand même plus agréable à regarder. Ça, je vous l'ai dit, il y a une certaine marge. J'ai tenté... Ah oui, pour ce qui est il y a comme je vous l'ai dit, des fronces au niveau des épaules. J'ai essayé de le faire avec du fil de fronce. En fait, j'aime pas la méthode des deux fils que l'on resserre les uns les autres. Pourquoi, je sais pas. J'ai tenté un seul fil, voir ce que ça donnait, mais franchement, ça donnait pas un super résultat. Et je me suis dit qu'il faudrait quand même que j'essaye avec le lastin, mais je ne suis pas certaine que au niveau du CAP, on ait le droit d'utiliser du lastin pour faire des fronces. Parce que je trouve que c'est quand même la méthode la plus juste, là, et je vous le montrerai dans la partie couture loisir. Je trouve que c'est quand même la méthode la plus correcte et la plus, la mieux pour faire des fronces régulières, parce que moi les fronces, sinon elles sont pas jolies, et ça se transforme même d'ailleurs souvent en plis, parce que le pied presseur il presse la fronce, et il écrase la fronce, et du coup ça devient des mini plis plutôt que des fronces. Et j'ai fait une dernière modification également sur le bracelet de manche. Normalement le bracelet de manche est cousu à la main, enfin l'intérieur du bracelet de manche est cousu à la main, mais je suis toujours pas encore certaine de mes coutures main, même si j'en fais de plus en plus, honnêtement. Même ne serait-ce que bâtir et coudre à la main, j'en fais de plus en plus, mais j'ai toujours une crainte que, surtout sur une partie de manche, un bracelet de manche, pardon, où on est censé, alors je vous remontre le modèle, on est censé en fait tirer des... Je vais y arriver, il est là. On est censé tirer en fait les lacets, les petits lacets ici.
on est censé tirer les lacets pour resserrer le bas de manche. Et je me suis dit que si je faisais une couture à la main qui ne tenait pas, bah, à chaque fois qu'il y aura un mouvement de tirage, la couture elle risque de craquer. Bah, juste donc du coup ça je l'ai cousu à la machine pour m'assurer qu'il y a une solidité en fait par rapport au modèle et qu'il n'y ait pas en fait une déchirure à chaque fois qu'on serre les liens. Et par rapport à ce modèle, j'avais une question pour celles qui ont fait déjà le CAP, parce que en fait, si je vous montre, là, ici, je sais pas si vous voyez, ça c'est le plan de coupe du modèle, et on voit en rouge en fait les parties qui doivent être surfilées. Je trouve ça très pratique. Parce que du coup, ça permet tout de suite, quand on coupe le patron, moi ce que j'avais fait, c'était stabiloter toutes les parties qui devaient être surfilées en premier lieu, ce qui m'a permis de surfiler tout de suite toutes les parties et de ne pas en oublier. Mais je me pose la question de savoir si à l'examen, c'est comme ça également, parce que les patrons que j'ai pris sur internet, ils sont en noir et blanc. Et que du coup je suis pas certaine qu'il y ait une couleur qui différencie en fait le surfilage. Et si c'est pas le cas, parce que dans les gammes de montage que j'ai pu voir, je ne vois pas le surfilage, donc ça veut dire qu'il faut penser soi-même à surfiler, mais sans savoir quelles parties sont surfilées. Je sais pas si je suis très claire, je crois même pas l'être du tout. Mais juste pour savoir si vous l'avez fait, l'examen initial, si le patron ou le plan de coupe mentionnait en couleurs différentes les surfils à effectuer. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, sinon bah, il va falloir trouver une autre façon de procéder. Donc voilà pour ce qui est des explications de ce patron. Je vous montre quand même la réalisation. Alors j'en suis vraiment satisfaite malgré tout, parce que ça m'a réconciliée avec la viscose. Je suis malgré tout contente du résultat. Ça donne un beau résultat porté. Alors c'est une robe qui a été dessinée à ma sœur et qui lui va très bien. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que pareil, comme la dernière fois, je me suis pas basée sur les tailles qui sont mentionnées dans le livre, hein, parce que j'aurais dû faire encore une fois une taille 40. Hein. Elle n'a pas changé de taille depuis la dernière fois. Et en calculant les anses de la robe, je me suis rendu compte à nouveau qu'il y avait une grande aisance. Et donc j'ai fait une taille 36 et elle lui va parfaitement. Donc je vous montre cela. Alors je vais faire un arrêt, faire un autre cadrage pour que vous puissiez la voir en entier. J'arrive tout de suite. Alors la voici. Donc j'espère que vous la voyez un peu mieux, un peu près correct. Donc comme je vous disais, une encolure en V avec la parmenture qui est en dessous. Donc c'est cette fameuse parmenture que j'ai dû défaire à plusieurs reprises. Des petites fronces au niveau du haut des manches. Un système alors assez bien pensé. Alors j'avais en fait entendu, vu sur les réseaux sociaux plusieurs autres couturières qui avaient eu beaucoup de difficultés à effectuer ces petites bracelets de manches. Et du coup, quand je l'ai faite, j'ai commencé à avoir peur de la faire moi-même. Et puis finalement, non, ça s'est bien passé. Je suis plutôt contente du résultat. J'ai pas eu de difficulté de compréhension de la gamme de montage, ce qui est déjà une bonne chose. La seule chose, comme je vous l'ai dit, j'ai surpiqué, j'ai recousu à la fin, non pas à la main comme il était demandé, mais à chaque fois en fait que ce sera tiré, ça risque pas de casser en fait le fil qui est derrière. Donc ensuite il y a, alors c'est plusieurs parties, un dos, plusieurs parties également, je sais pas si on voit, c'est le bas du dos est en 3 parties, le devant également, et c'est là, c'est vrai que c'est un peu chargé comme tissu, donc on voit pas grand chose.
Et c'est là en fait qu'il y a des poches, je vais essayer de soulever un petit peu, qu'il y a des poches, comment elles appellent ça? Des poches, oh j'ai oublié le nom, comment ils s'appellent? Attendez, des poches, je vais vous dire ça tout de suite, elles ont un nom particulier. Voilà, il s'agit de poches décollées, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont, la largeur est plus grande que les côtés, ce qui permet en fait quand on les coud d'avoir ici, elles sont pas, je sais pas si c'est très visible, mais elles sont pas en fait collées au tissu, donc elles sont beaucoup plus larges pour y mettre la main. Alors sur le coup, j'avais pas été très emballée par le modèle parce que je le trouvais pas vraiment très joli. Et puis finalement, alors ça dépend beaucoup du tissu, hein, je pense que le tissu choisi dans le livre ne me parlait pas forcément. Celui-ci, je le trouvais joli, même que bien chargé. Mais c'est un vêtement qui a, je pense, vocation à être porté avec une ceinture parce que sinon, bah, la taille elle est quand même large, hein. Donc, vous voyez, elle est vraiment très large et du coup sans ceinture ça fait plus tablier je trouve qu'autre chose. Je vous mettrai une photo portée qui franchement avec ceinture ça rend vraiment une très jolie robe. Et puis en tout cas ma soeur ça lui plaît beaucoup. J'ai oublié de vous dire que du coup tout l'ourlet est fait à la main par contre. Et je dois reconnaître que plus j'en fais, plus je trouve ça vraiment très joli. J'avais pas l'habitude de faire des ourlets à la main parce qu'on voyait toujours, en finale, on voyait toujours le fil au-dessus, le fil de couture dessus quand on coud à la machine. Sauf que là, on voit rien du tout. Donc c'est vraiment une très belle finition les coutures à la main. Alors j'ai fait une première bêtise sur la couture à la main parce que je me suis dit, comme j'ai toujours une crainte, comme je vous l'ai dit, que mon fil soit pas assez serré, donc je me suis dit si je prends un fil plus gros, ce sera peut-être mieux, comme ça on est sûr qu'il ne va pas casser. Sauf qu'un fil plus gros sur de la viscose, bah faut pas être idiote, hein. Enfin j'ai été idiote. Et du coup les quelques premiers centimètres, je me suis retrouvée, alors je sais pas si on verra grand chose, mais avec voilà une petite des traces en fait, puisque le fil était trop gros, ça a tiré un peu la viscose. Donc j'ai arrêté tout de suite et j'ai continué avec du fil 120 pour que ça n'apparaisse plus et que ça ne casse pas le tissu. Et voilà donc pour ma petite robe Eleanora. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je la trouve très jolie. Je vous mets une petite photo portée. Et je passe. Donc c'était tout pour ce qui est du CAP, hein. J'avais vraiment pas envie de faire plus ce mois-ci. J'étais très... ça fait plusieurs semaines que je fais des projets techniques et que du coup là j'avais envie de passer à autre chose, de faire un peu des choses plus simples. Donc là je vais passer à la partie loisirs et je vous montre tout ça. Voilà, donc la partie loisirs, donc comme je vous l'ai dit, après plusieurs semaines donc de projets techniques par rapport au CAP, j'ai eu, on va dire, comme une surdose des projets techniques et j'avais envie de faire des choses simples pour faire passer à autre chose et puis surtout reprendre un petit peu goût à des cousettes rapides et rapides et simples surtout. Donc j'ai laissé un peu le CAP tout le reste du mois, donc enfin la moitié du mois de côté, et je me suis fait plaisir en faisant des cousettes rapides. Donc j'avais besoin de me faire des pulls puisque comme vous le savez, il commence à faire très froid et que j'avais pas assez de pulls pour moi. Donc je suis partie, alors j'ai cherché je voulais me refaire en fait des suites granit.
et j'ai été incapable de retrouver le patron. Il va falloir que je range un peu mon atelier. Et du coup, j'ai pris le patron qui s'y ressemble, enfin qui s'y rapproche le plus, et qui est le pull Charlène. Le pull Charlène, qui est maintenant assez connu sur les réseaux sociaux, et qui est issu du magazine La Maison Victor de l'édition 5 2018. Alors, la première version, parce que j'en ai fait 3. La première version, c'est celle que je porte. Je vous montre un petit peu plus en détail. Donc, l'intérêt de ce pull, ce que j'aime beaucoup, c'est les bracelets de manches qui sont très longues. Et, alors, je ne sais pas si on va voir grand chose. Je vais essayer de monter sur ma chaise sans me casser la figure. Et un ici, qui est resserré sur la taille. Donc, première version. Ensuite, Minky. Première chose que je n'avais pas pensé, parce que le sweat granit, ce sont des plis qui sont au niveau des bras, alors que le sweat Charlène, ce sont des fronces, à ce niveau-là, ce sont des fronces. Sauf que froncer, enfin arriver à froncer plutôt du sweat Minky qui est doublé à l'intérieur, parce qu'il est tout chaud, ce que j'aime beaucoup, c'est pas une évidence. Donc on voit que les fronces ne sont pas forcément super régulières. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mes fronces ont tendance à devenir des plis plats parce qu'elles sont écrasées par le pied presseur. Donc si vous avez une astuce pour que des fronces ne deviennent pas des plis, ça ne s'écrase pas, je suis preneuse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme modification? Alors ça, c'était la première version. Ce que j'avais fait, j'avais réduit de 7 cm cette longueur, puisque je suis, comme je vous l'ai déjà indiqué, petite. Donc généralement, les manches sont trop longues pour moi. Donc j'ai tendance à... Enfin, je dois réduire. Donc là, je l'avais réduit de 7 cm, sauf que c'est un petit peu... La première version, c'était un petit peu trop. Parce que... Bon, là, c'est des manches... Ah oui, j'ai aussi fait le choix de... Normalement, c'est du bord-côte. Sauf que les bord-côtes que j'ai, alors c'est pas forcément de la super qualité. Et ils ont tendance à se déformer assez rapidement et à ternir. Donc du noir, ils deviennent gris bizarre. Donc j'avais envie de faire quelque chose qui soit un peu plus durable dans le temps. Et donc j'ai pris non pas un bord-côte, mais un jersey, je sais pas si on va bien voir, un jersey côtelé, qui est de meilleure qualité, mais qui n'a pas tendance à être aussi élastique qu'un bord-côte, ce qui fait que la première version, au niveau des manches, au niveau des bracelets de manches, c'est un petit peu serré. Un petit peu serré, ce qui fait que du coup on peut pas trop le bouger. Donc ça, c'était ma première version. La deuxième, j'ai fait 2 modifications. J'ai agrandi les manches pour qu'elles soient un peu moins serrées. J'ai rallongé, parce que là c'était finalement un peu trop court, j'ai rallongé de 2 cm la hauteur des manches. Et j'ai réduit, parce que là je trouvais que c'était encore un peu large, j'ai réduit de 1 cm au niveau du pli devant et au pli derrière pour que ça soit réduit au niveau de l'encolure. Donc je vous montre la deuxième version. Qui est cette fois-ci en rouge et noir. Alors j'aime beaucoup ce tissu. Je l'ai trouvé complètement par hasard sur le site de Mercerie Estra. Et c'est une fin de série de tissus haut de gamme. Et réellement, il est vraiment de belle qualité. Donc, je ne sais pas si on verra grand chose en vidéo, mais l'extérieur est vraiment d'une très belle qualité et d'une douceur. Et l'intérieur, c'est pareil, c'est du Minky, donc c'est tout doux également. Et donc de cette deuxième version, pour la dernière version, c'était encore trop court
au niveau de la longueur des manches. Donc cette fois-ci, j'ai rallongé de 2 cm, ce qui a allongé le bracelet de manche cette fois-ci, et non pas la manche. Donc j'ai rallongé de 2 cm et j'ai encore une fois réduit de 1 cm au niveau du pli devant et au niveau du pli derrière. Donc ça c'était la deuxième. Je vous montre la dernière version qui est ma préférée. Et cette fois-ci, je l'ai faite tout de noir vêtu. Alors avec le même tissu acheté à Mercerie Extra. Et cette fois-ci, j'ai fait en fait les bracelets, l'encolure et le bas, je les ai faites avec le même tissu. Et tout est rentré dans 1 mètre. Donc non seulement c'est du tissu de haute gamme, mais 1 mètre m'a coûté 5 €. Donc un pull pour 5 €, ça vaut pas la peine de résister. Donc là, j'ai fait une différence avec les 2 autres versions. J'ai fait du lastin. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le lastin, je vous montre ça tout de suite. Donc le lastin, c'est un élastique transparent et j'aime l'utiliser pour les fronces parce que je trouve que c'est ce qui rend le plus beau possible. Donc là j'ai acheté, j'en ai acheté pour 20 mètres, j'ai de quoi faire. Donc c'est un petit élastique transparent, vous voyez, qui est assez extensible. Et donc pour faire des fronces avec, il suffit simplement de mesurer, sans tirer dessus, la pièce finale, de faire des petites marques sur le lastin pour savoir comment l'accrocher. Par exemple, ici, la pièce finale doit faire 10 cm, hein, c'est totalement au hasard que je dis des choses. Ma pièce initiale fait 10 cm, ma pièce à réduire fait 20 cm. J'accroche la première partie au début de ma pièce finale, la deuxième partie au début de ma pièce secondaire. Et une fois qu'on a cousu le tout avec un pied, un point élastique, bah, ça va se réduire. Et on va arriver à la taille qu'il faut pour la pièce finale. Donc je trouve que c'est une méthode hyper pratique et qui donne un résultat beaucoup plus visuellement parlant joli que des fils de fronce. C'est pour ça que éventuellement, si vous savez si on a le droit d'utiliser ça, si des fronces tombent dans le CAP, bah, merci de me le dire. Et du coup, j'ai utilisé ça pour froncer celui-ci. Alors, je sais pas si on verra l'élastique ou pas. Non, celui-là, on le voit pas. Et je pense que c'est la version la plus aboutie. Oui, on la voit un tout petit peu ici. Vous voyez, on voit un tout petit peu l'élastique. Et c'est la version la plus aboutie et celle qui me correspond le plus en termes de finalisation. J'étais très contente de ces petites cousettes rapides. Ça fait du bien d'avoir une cousette, d'avoir un vêtement fini en 2 heures. C'est vraiment super agréable. Donc que je suis partie sur une autre cousette, pareil, assez rapide à effectuer. Donc ça, c'était les premières. Et la dernière cousette, comme j'avais été rassurée sur la viscose grâce à la robe Eleanora, j'avais un coupon de viscose qui est là depuis des années que je n'osais même pas regarder, on va dire, ni toucher. Parce que je me suis dit, non, si c'est pour que ça fasse les mêmes dégâts qu'avant, j'ai pas envie forcément de recommencer. Et du coup, cette fois-ci, comme j'ai réussi à coudre et à couper la viscose sans trop de difficulté finalement, je me suis lancée sur une version de... Alors c'est la 3e version, mon 3e modèle de la version, ce modèle-ci, de la blouse Sun de PM Patterns. J'ai fait une petite modification par rapport à mes 2 précédentes versions, parce que quand je porte celle que j'ai faite il y a quelques mois maintenant, elle a tendance à bailler sur le devant. Ça a tendance à bailler. Alors comme je l'ai dit, je suis pas grande et je dois souvent je me retrouve avec là une encolure sage que j'avais faite, hein,
malgré tout, qui est pour moi, qui est, on va dire, sexy. Alors que parce que je suis petite et non pas parce qu'elle est sexy à l'origine. Et quelqu'un d'1m68, c'est très sage. Pour 1m55, c'est très sexy, on va dire. Donc moi, ce que j'ai fait, parce que ça attendait ça bailler, et que souvent j'étais obligée de remonter parce que j'avais pas forcément envie qu'on voie la naissance de mes seins, j'ai réduit d'1 centimètre au pli. Donc ça fait 2 cm uniquement sur le devant cette fois-ci, pour que ça se plaque bien derrière et que ça se plaque bien devant avec la réduction du pli au devant. Ce qui fait que mon encolure qui était sage devient, on va dire pour quelqu'un de normal, ultra sage, et ça permet de ne pas avoir à remonter sans arrêt ma blouse sur le devant. Et j'ai fait une deuxième modification qui était par contre au niveau des bracelets de manche. Normalement, je n'ai pas pensé à prendre le premier modèle. Normalement, il y a un bracelet de manche qui resserre la manche ici. Mais c'est pas très pratique d'avoir un bracelet de manche parce que on peut pas remonter les manches. Ce qui fait que, ne serait-ce que pour faire la vaisselle, c'est terre à terre, mais c'est fréquent hein, quand on a une maison. Donc je ne peux pas remonter les manches. Alors, donc du coup, c'est pas ménage compatible, on va dire. Donc du coup, je ne l'ai pas fait le bracelet de manche, j'ai laissé tel quel. Et ça me permet de remonter mes manches tranquillement si j'ai envie de faire quelque chose de mes mains. Je vous montre ce que ça donne. Alors, voici ma petite blouse sonne. Donc, une petite viscose toute légère. Donc, comme je vous ai dit, pas de bracelet de manche, hein, juste un ourlet simple. C'est ici donc que j'ai réduit les 2 cm, donc l'encolure, du fait d'avoir réduit les 2 cm, l'encolure est remontée. Ce qui permet ici d'être plus plaqué au niveau de torse. Les fronces, pareil, je les ai faites, c'est à l'intérieur, on ne pourra pas les voir, je les ai faites au lastin. Et cette fois-ci, j'ai pas fait le choix d'y mettre, sur la première version, j'avais mis du... comment ça s'appelle déjà? Je ne sais plus. Je sais plus comment on appelle ça. Je reviens. Du passepoil. Donc j'ai pas mis de passepoil cette fois-ci. J'avais envie de faire une version toute simple et souple surtout, parce que passepoil ça rigidifie un petit peu l'encolure et c'est pas forcément agréable à porter. Donc voici ma petite version de ma blouse Sun. Et ça également très rapide à faire, hein, une demi-journée, c'était bouclé. Voilà pour ce qui est des cousettes. Donc pas beaucoup de cousettes ce mois-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5 cousettes. 6 cousettes quand même. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal, on va dire. Donc mes 6 cousettes de ce mois-ci. Et je passe à la troisième partie qui est donc mes achats. Alors, la troisième partie, ce sont les achats que j'ai effectués ces derniers temps, et notamment ceux que j'ai fait au CSF. Je me suis rendue au CSF jeudi dernier, le 28 novembre, et donc je suis revenue, je ne suis pas revenue les mains vides. Donc je suis passée sur le stand de Joël Tissu, et j'y ai trouvé pour faire des petites pochettes, de petits... Alors les deux carrés étaient vendus 2 €, hein, donc je pense qu'une petite pochette, ça sera très joli. Et j'y ai repris également de la suédine, matière que j'aime beaucoup à travailler pour des sacs. 3 rouleaux de suédine. En termes de patron, j'avais acheté il y a quelques semaines, je ne l'avais pas montré, le patron du Sweet Carmen de chez Machine, que je compte faire. Alors la particularité de ce sweat, c'est que c'est le haut,
c'est du chêne et trame et le bord-côte avec. Donc un sweat en chêne et trame, c'est assez particulier, donc j'avais envie de tester. Donc celui-ci, je me le ferai prochainement, je pense. Au CSF, j'y ai également trouvé, alors je reste sur Joël Tissu, puisque j'ai pris un petit patron d'un sac que j'ai trouvé très joli, qui était sur leur stand. Le modèle me plaisait bien, assez intéressant comme modèle. Donc celui-là, également Joël Tissu. Et je suis passée sur le stand de C'est moi le patron, donc Coralie Bijasson. Ça fait longtemps que je lorgne sur ce modèle et qui me plaît beaucoup. Et je pense savoir quel tissu je vais utiliser, une viscose. J'ai plus peur de la viscose. Et j'ai pris donc le modèle de la blouse Emma. Et ce que j'aime beaucoup en particulier, c'est même ici, il faut croire que les manches les mancherons qui sont longs comme ça me plaisent beaucoup. C'est moi le patron. J'étais tombée aussi. Alors ce qui est intéressant au CSF en fait, c'est que un modèle qui paye pas forcément de mine quand on le voit comme ça et qui est déjà créé quand on va sur les stands, et j'avoue que voir les modèles pour de vrai, ça nous donne une autre image du modèle, et ce modèle là il me plaisait bien, mais j'avais un doute, et quand je l'ai vu, et alors il était en tissu, c'était en coton, quand je l'ai vu je lui ai dit ah non, il est vraiment trop beau pour le laisser passer, et je pense que je vais le faire en double gaze, parce qu'il me reste une double gaze que j'avais acheté il y a quelques temps, et je pense que ce modèle là il va être très bien. C'est le modèle Bohème d'Atelier Scamit, avec une particularité en fait, c'est ici là, des petites fronces, enfin pas des fronces mais des petits plis, un petit col en pli qui est super mignon, qui rendait vraiment très beau, très bien sur leur stand. Donc je l'ai pris, hein. Celui-là ce sera un des prochains modèles que je ferai également, je pense. Et en bouquin, j'avais depuis longtemps lorgné sur ce livre-là que je voulais absolument m'acheter et que j'attendais le CSF pour le faire. C'est le Jeans et Denim de Gwenaëlle Lyong. Donc il y a modèle de jean pour hommes et pour femmes. Donc c'est bien parce qu'il y a les deux versions. Je vous montre un peu les modèles. Donc les jeans. Alors, je n'ai pas encore lu parce que j'ai pas eu le temps, mais je ne sais pas si c'est le même jean qui est représenté plusieurs fois. Et modèle pour femmes. Donc en jean. Et ce qu'il y a également, c'est la petite veste. Et ça, j'aime beaucoup la veste en jean. Donc ça, je pense que j'en avais fait une petite veste, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois. Pour mon petit bonhomme. Là je pense que je vais m'en faire une pour moi, parce que j'aime beaucoup le jean, je vous l'avais déjà dit. Et par contre un autre livre que je n'avais pas l'intention d'acheter, mais que quand je l'ai parcouru m'a beaucoup plu également. Donc c'est le 1001 tuniques de Michel Thénault, donc Mythe54 sur Instagram. Et ce que j'ai aimé en fait, c'est surtout toutes les informations qu'elle donne sur les différents types de cols, les différents types d'emmanchures, les différents types boutonnage, et c'est vraiment une mine d'informations à lire. Donc ça, c'était pas prévu celui-ci, mais je me le suis offert. Donc c'était au CSF, et au CSF également je me suis fait un petit plaisir. J'avais déjà vu ça l'année dernière, et j'avais raté le coche l'année dernière. J'ai passé sans vraiment réaliser ce que c'était, l'intérêt que ça avait. Vous savez, comme je vous l'ai expliqué, j'ai un petit agenda, alors tout simple, où je mets maintenant tout ce que je fais, tous les cours, toutes mes réalisations, donc depuis 2019, pour aide-mémoire on va dire. Et je me suis donc offert le futur, le prochain, mais avec cette marque qui est Leuchtturm, c'est une marque allemande je pense,
Ils vendent des agendas, alors c'est pas cher, hein, c'est à peine 14 € l'agenda. Donc il est celui-ci il est tout basique, mais ils font une particularité au CSF qui est assez intéressante, et c'est offert hein, lors de l'achat, c'est la personnalisation. Et du coup, je me suis offert la personnalisation de mon agenda. Désolée, petite coupure technique. Donc je vous ai montré l'agenda et mes derniers achats. Donc ça, ce n'est pas au CSF. Je les ai faits sur internet. Donc c'est, je ne sais pas si vous connaissez by Jen Création, qui est une créatrice de sacs essentiellement, mais qui fait également des broderies magnifiques. Et donc je me suis offert cette petite broderie qui est vraiment magnifique. Qu'est-ce que j'aimerais avoir une brodeuse rien que pour pouvoir faire ça. Je pense que ça va finir en pochette pour ma maman. Et celui-ci, kit de survie de la couturière en détresse. Et celui-là, je pense que ça va être pour moi. Et c'est fait sur de la suédine. Vraiment super, super bien fait. Donc ça, c'est Jen Création. Et mon dernier achat, qui date d'il y a quelques semaines, je ne vous l'avais pas encore montré. J'avais acheté un kit chez Chouette Kit pour effectuer... Alors pourquoi, me direz-vous, moi qui ne porte pas de jupe, je ne sais pas. La jupe faite par Carmen Bouchard, la jupe en jean. Alors, comme c'est du jean, on va dire que c'est normal. J'avoue que je porte pas de jupe, alors j'ai flashé pour un modèle. Alors pas celui-ci en présentation, mais celui que j'ai pu voir en fait sur son Instagram et qui me plaisait beaucoup. Alors, je sais pas si on va le voir ici. Celui qui est réalisé en jean. Ce modèle-là. Mais tout en jean. Et le kit comprenait le patron et le jean. Et ce jean-là, je le trouvais très joli. C'était un kit éphémère hein, sur le site de Chouette Kit, hein, parce qu'ils font des kits éphémères. Hein. C'est-à-dire que ça dure pas longtemps et après ils changent de kit. Et j'avais ce jean-là qui est d'une très belle qualité. Par contre, je ne le pensais pas aussi lourd. Mais on verra ce que ça donne en termes de poids quand j'aurai fini la jupe. Donc il y a dans le kit, il y avait le jean, l'entoilage et la doublure pour ce qui est des poches et de la ceinture, le patron et les boutons qui allaient avec. Donc le tout, ça a coûté 49 €. Donc je me suis dit, ça va, c'est raisonnable pour et la matière et le patron qui va avec. Donc je me le suis offert. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah non, je vous montrerai plutôt en photo parce que c'est pas évident de vous le montrer en vidéo, quoique je vais faire une petite vidéo après pour vous montrer des mignonneries que j'ai trouvées également sur le site, sur le salon Création et Savoir-faire. Des mignonneries qui sont des miniatures pour faire un atelier miniature que je pense faire prochainement. Je ne sais pas encore comment, mais je vais y arriver. Et je vais vous montrer ça en vidéo juste après. Voilà, pour moi c'était tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu. Ça durera normalement moins longtemps, quoique je ne suis même pas certaine que je vais passer encore un temps fou à essayer de télécharger ça sur YouTube, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si c'est le cas. Laissez-moi un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Hein. Aucune obligation. Vous pouvez regarder sans abonnement. Moi, je ne suis pas à la recherche des abonnés. Donc, donc on se retrouvera normalement l'année prochaine. Donc, je vous souhaite à toutes et tous de très joyeuses fêtes de fin d'année. Hein. Déjà décembre, ça passe à une vitesse le temps. Et je vous retrouverai donc l'année prochaine, normalement, début janvier, pour les créations du mois de décembre. Et pour ce qui est du CAP,
une création pour moi, logiquement, si j'y arrive, qui est le chemisier Adelise et que j'aime particulièrement, je le trouve très joli. À trouver les tissus maintenant qui peuvent s'accorder avec. Voilà, bah, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, je vous dis à l'année prochaine et puis je vous embrasse. Au revoir. Voici les mignonneries dont je vous ai parlé. Vous voyez, trop mignon. Petit atelier de création. Au revoir.